Donc Robin Baudequin, je suis étudiant à Montpellier Supagro à l'Institut des régions chaudes. Donc ce matin, les agriculteurs qui nous ont présenté, qui ont fait leur présentation, ils ont quand même montré des attitudes, enfin, des gestions d'irrigation qui étaient agroécologiques. Et moi, je vais un peu essayer de généraliser ça, donc il y aura un peu de répétition peut-être. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'agroécologie? On n'en a pas assez parlé à mon goût. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même une agriculture qui s'intègre dans son environnement, donc ce côté respect de la nature, et c'est aussi un environnement qui rend des services et qui soutient l'agriculture. Donc à savoir qu'à l'origine, l'objectif de l'agroécologie, c'est de réduire la consommation d'intrants. Alors c'est une technique qui a été développée en Amérique et notamment pour l'Amérique du Sud dans les années 60-70, qui était destiné à la base pour les populations paysannes qui n'avaient pas les moyens d'acheter des intrants. Et donc ça se constitue comme une alternative à l'achat d'intrants. Bon, nous, ici, ce n'est pas dans le même contexte qu'on va parler d'agroécologie, c'est plus ce côté protection de l'environnement. Dans un contexte post-révolution agricole où l'usage excessif d'intrants a mobilisé l'opinion publique qui veut aujourd'hui une agriculture plus saine et une alimentation plus saine. Donc les moyens de l'agroécologie pour réduire cette consommation d'intrants sont la gestion des services écosystémiques. Donc on connaît tous l'impact de la pollinisation des abeilles sur l'augmentation des rendements par exemple, ou alors le ver de terre qui laboure le sol. Donc il y a tout un tas d'organismes naturels qui, naturellement, de par leur fonction, de par leur activité, peuvent être utiles à l'agriculture. Et aussi une optimisation des cycles naturels. Donc là, j'ai sur la droite, c'est un cycle, bon, alors c'est basé sur l'arbre, mais le cycle des nutriments, alors c'est généralisable à toutes les plantes, mais l'arbre est quand même l'emblème de ces cycles, à savoir qu'il puise dans la roche-mère, il remonte les minéraux, et après il le restitue à la terre, et donc c'est un circuit qui est fermé lorsqu'on n'a pas d'agriculture. Et dès qu'on cultive ces sols, on crée quand même des exportations de minéraux, et donc il faut quand même réfléchir à un moyen de compenser ces exportations. Donc quel levier pour mettre en place un système agroécologique? Donc on parle bien de système parce que c'est l'agriculture dans son environnement. Donc Jacques Véry l'a présenté ce matin, on a deux leviers principaux qui sont replacer le sol au centre et recultiver la biodiversité. Et l'irrigation dans tout ça, ça peut permettre de renforcer, mais aussi ça peut fragiliser ces leviers. Donc pour illustrer ça, j'ai pris deux exemples de cas extrêmes d'irrigation. Alors on a sur la gauche l'impact qui est pas généralisable, il faut le dire, mais qui a été en conséquence de la révolution verte en Inde. Donc la révolution verte, c'est le modèle d'agriculture occidentale qu'on a appliqué dans les pays du Sud. Et donc là, en utilisant l'irrigation, donc là c'est de l'irrigation par aspersion, dans une zone où alors il faut savoir quand même que, enfin je rappelle, tout le monde le sait probablement, mais dans l'eau, l'eau est chargée de minéraux, toute eau est chargée de minéraux, et on évoquait ce matin aussi les métaux lourds par exemple. Et en irriguant sur des zones où il n'y a pas suffisamment de pluviométrie pour rincer tout ça, il y a une accumulation en surface de ces sels minéraux ou de ces polluants, et qui conduisent, donc là, encore une fois, c'est un cas extrême, on voit carrément le sel en surface. Autant dire qu'il est difficile de cultiver ces sols par la suite. Donc là, c'est un premier exemple d'impact sur le sol. Et à l'opposé, par contre, on a en Camargue donc des mises en culture du riz par inondation, où donc l'inondation, on peut se dire, ça consomme énormément d'eau. Mais il faut quand même savoir que en Camargue, la nappe d'eau salée est quand même très proche du sol. Et ce type d'irrigation permet de repousser le biseau salé, et ce qui pourrait permettre, par exemple, après cette culture de riz, on pourrait pouvoir faire du blé ou une autre culture derrière. Mais quand on fait un zoom arrière sur ces parcelles, on va regarder donc l'impact là sur le deuxième levier de l'agroécologie qui est la diversité. On remarque que souvent, dans ces périmètres irrigués, on constate des agricultures qui sont plutôt monospécifiques. Donc on va réduire le nombre de cultures, alors qu'on pourrait se dire qu'avec l'irrigation, on pourrait faire une immense diversité de cultures.
Mais c'est vrai que dans un contexte où les prix agricoles sont quand même tirés vers le bas et, et où l'agriculture, elle vit aussi de subventions, il y a quand même, l'irrigation n'est pas le seul coupable de cette spécialisation de l'agriculture. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Et là, par exemple, en Inde, pour le blé, seules les subventions étaient accordées uniquement pour les périmètres, pour les agriculteurs qui cultivaient du blé. Et en Camargue, le riz, les subventions pour le riz étaient 5 fois plus importantes que les autres. Bon, après, c'est des exemples qui sont obsolètes parce qu'en Camargue, ces subventions sont plus à l'ordre du jour. Et en Inde, je ne sais pas. Donc l'outil, l'irrigation, c'est un outil agricole qui est arrivé donc, chez nous, qui a été fortement développé durant la révolution agricole et comme je disais tout à l'heure, qui a contribué à intensifier les productions. Donc on en avait fortement besoin. Après-guerre, il faut rappeler qu'il fallait redynamiser tout ça. Mais c'est aussi ce qui a conduit à une simplification des systèmes de culture. Donc, alors j'entends par rendre à l'irrigation son rôle de régulateur, c'est un peu ce rôle de complémenter, de pallier aux aléas climatiques. Ouais, voilà. Donc, pourquoi replacer le sol au centre? Donc, le sol, durant cette révolution agricole, a été plus considéré comme un substrat, quelque chose de neutre, dans lequel on mettait tout ce dont la plante avait besoin. Alors qu'il est tout autre, il y a une forte activité biologique dans le sol qui contribue à la nutrition des plantes. Donc ce matin, il a été évoqué le cas de la mycorhize, par exemple, qui permet au système racinaire de dépendre énormément son volume de sol pour capter l'eau, les nutriments surtout. Ou il y a d'autres, par exemple la décomposition de la matière organique qui va être minéralisée par l'activité biologique et donc rendre ces minéraux qui sont contenus dans la matière organique assimilables par les cultures. Il y a aussi un rôle de structuration du sol, donc là je parlais tout à l'heure du ver de terre, mais pas que, il y a ce phénomène un complexe argilo-humique qui est constitué et stabilisé par l'activité biologique, permet une structure granuleuse du sol qui permet un drainage en cas d'excès d'eau, mais aussi une rétention d'eau, donc ça joue au rôle de régulateur. Et dans la régulation des pathogènes, c'est comme dans tout système vivant, dès qu'il y a une population, si un ravageur arrive, il arrive dans un milieu qui est déjà colonisé par des pathogènes, donc il aura plus de mal à se développer. Et voilà, donc il aura moins d'impact que sur un sol neutre. Donc l'activité biologique peut donc ainsi entretenir la fertilité du sol. Et l'irrigation, dans tout ça, en quoi elle peut se rendre utile? On l'a dit, pour maintenir cette activité biologique, donc elle a besoin pour se nourrir de sucre que par exemple les mycorhizes vont trouver chez les plantes en échangeant leurs nutriments ou par décomposition de la matière organique. Mais quand même, il n'y a pas de vie sans eau, pardon. Et notamment, une grande part de ces micro-organismes qui sont dans le sol, ils vivent finalement dans des couches d'eau, ils vivent dans l'eau du sol et pas dans le sol. Et donc voilà, donc en fonction de la ressource, il va y avoir quand même un dilemme qui va être privilégier la culture ou le sol. Et sans parler des restrictions d'usage, d'une gestion centralisée de l'irrigation qui, à l'échelle européenne, il paraît difficile de gérer une ressource aussi spécifique que la méditerranéenne. Donc, le deuxième levier de l'agroécologie est recultiver la biodiversité. Donc, comme je disais tout à l'heure, à la suite de cette simplification des systèmes agricoles, finalement, ce qui en découle, c'est une sélection et une favorisation des adventices et des ravageurs par un mécanisme qui est tout facilement compréhensible, c'est que les seuls organismes qui peuvent se développer dans ces milieux à fort intrant, ça va être les plus résistants. Du coup, l'année suivante, c'est les seuls qui vont rester, ils auront moins de concurrence. Donc, il va falloir augmenter les intrants, ce qui va augmenter leur résistance, et ainsi de suite. Donc, on amplifie les externalités négatives, la pollution. Donc, pourquoi recultiver la diversité? C'est encore les mêmes rôles que pour les intrants. Donc pour la gestion des adventices, des ravageurs et le renouvellement de la fertilité, savoir qu'en faisant des rotations culturelles, par exemple, on réduit la spécialisation des adventices parce qu'il y a une concurrence qui se fait, qui est adaptée. Pour les ravageurs, c'est pareil que tout à l'heure, dans un milieu qui est vivant, il y a une concurrence, donc il y a une petite guerre. Et pour le renouvellement de la fertilité, chaque culture puise des minéraux différents et donc il est plus facile après par la suite de complémenter.
Donc la biodiversité dans le sol, la parcelle et en bordure, bon, je vais passer vite parce que je suis en retard, mais on a évoqué un peu ce matin que par exemple on pouvait irriguer des haies, alors je ne m'y attendais pas, j'ai été agréablement surpris. Alors quel rôle pour l'irrigation sur ce deuxième levier, on peut par exemple penser aux intercultures. Donc par exemple, dès qu'on vient de faire une récolte, au lieu de laisser le sol à nu, on va semer un couvert végétal, un engrais vert ou autre. Mais ce semis, s'il se fait en été par exemple, il va être difficile il ne pourra pas germer. Donc là, on pourrait user l'irrigation pour favoriser son implantation. Euh, ben, on- euh, donc voilà. Bon, par contre, ça demande du coup un travail supplémentaire. Et après, il faudrait savoir pouvoir quantifier le bénéfice de ces intercultures ou de ces cultures intercalaires pour voir si elles contribuent à l'amélioration des rendements. On peut aussi utiliser, on parlait aussi ce matin de l'enracinement des cultures pour améliorer leur résilience et qui les rendrait plus résistantes aux aléas climatiques. Donc voilà, favoriser l'enracinement donc voilà, pour conclure, l'irrigation, ça reste quand même un outil pour l'agriculture et pas l'inverse. Et c'est la façon d'en faire usage dans le système qui importe. Et donc voilà, pour illustrer tout ça, j'ai représenté l'agriculteur qui est dans son environnement, cadré par des politiques et qui utilise le levier de l'irrigation en s'appuyant sur le sol et la diversité, donc les deux leviers de l'agroécologie, pour mettre en place le gros caillou de l'agroécologie.